Alors, je pense que la majorité d'entre vous a pu se reconnecter au nouveau lien. Donc, tout d'abord, vraiment, je m'excuse pour ce petit problème technique que nous avons eu ce matin. Vraiment désolée de l'attente. Merci d'avoir accepté de vous reconnecter. Et, euh, et merci à vous tous d'être présents ce matin pour ce 12e webinaire du Replan pour l'année 2024. Je veux vous rappeler que les Replans, c'est les réseaux pathologie respiratoire agricole nationale, euh, un programme de la direction santé et sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Là, aujourd'hui, ça sera un peu, je suis vraiment désolée, mais ça sera un peu un webinaire différent. Donc, normalement, nous ne pouvons pas, il n'y a pas de communication avec les participants. Aujourd'hui, on peut avoir de la communication, mais de toutes les manières, je préférerais si vous pouvez poser vos questions toujours dans les chats et à la fin de la présentation, je vais les relire. Parce qu'on est nombreux, donc on risque de perdre un peu plus de temps. On est déjà beaucoup en retard, donc je propose qu'on va démarrer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Patrick Brochard du centre hospitalier de Bordeaux. Le professeur Brochard, c'est un spécialiste en pathologie professionnelle et aujourd'hui, il va nous parler d'exposition à la silice en milieu agricole et pathologie associée. Professeur Brochard, je vous donne la parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, prenez le temps de faire la présentation et ensuite, on va réserver un petit moment pour les questions. Bon, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Effectivement, là, je vais vous présenter quelques réflexions sur la silice cristalline parce qu'on a pas mal travaillé dans ce domaine, comme le montre cette diapositive. Vous voyez que dans les années 2019-2021, il y a eu pas mal de réunions au niveau national. Il y a eu l'ANSES qui a fait une revue assez exhaustive sur la silice cristalline et son évaluation de risque. Et puis derrière ça, il y a eu l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a proposé des recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à la silice cristalline. Donc ça s'est bien goupillé. Et dans l'intervalle, on a eu la mise à jour de la réglementation française qui s'est alignée sur les directives européennes et qui a donc officiellement classé la silice cristalline comme agent cancérogène chez l'homme, certain. Je rappelle que ce classement résulte du classement du Centre international de recherche contre le cancer, qui, lui, date déjà de plusieurs années et qui avait été conforté en particulier sur la dernière mise à jour du CIRC en 2012. Donc, vous voyez le décalage très important qu'il y a eu entre les données scientifiques et les données réglementaires concernant cet agent qui est la silice cristalline. Et les raisons pour lesquelles il y a eu ce décalage, vous pouvez l'imaginer, c'est des raisons essentiellement économiques, dans la mesure où la silice, comme vous allez le voir, on en voit partout. Donc, évidemment, ça pose un problème en termes de réglementation et en termes de prévention. Alors, je vais faire d'abord un petit rappel sur la silice, et ça c'est valable quel que soit le milieu, que ce soit en milieu agricole ou que ce soit dans le régime général et en particulier dans les activités du régime général qui sont les plus exposantes comme le bâtiment ou les activités minières, carrières, etc. Et donc ce petit rappel s'appuie sur ces deux réunions, la réunion de l'ANSES de 2019 et la réunion de l'HAS de 2021. Alors, d'abord, un petit rappel sur la silice.
vous voyez que, en fait, le SiO2, donc le dioxyde de silicium, va se retrouver soit sous forme libre, soit sous forme associée. Donc, dans les formes associées, on ne va pas en parler, mais ce sont tous les silicates, et il y en a énormément qui ne vont pas nous concerner aujourd'hui. Et dans la silice libre, on a deux grandes catégories de silice libre. La silice cristalline, qui est l'élément qu'on va retrouver le plus dans la nature, et la silice amorphe, qui se retrouve aussi un petit peu dans la nature, mais beaucoup à l'échelon industriel. Mais on ne va pas en parler non plus. On va se concentrer uniquement sur la silice cristalline libre, et principalement d'origine naturelle. Alors, vous voyez sur cette diapositive que quand on s'intéresse à la silice minérale, d'origine minérale, il y a les 4 variétés que vous connaissez bien, enfin les 3 variétés que vous connaissez bien, le quartz, cristobalite et tridymite, sachant que le quartz, c'est l'essentiel des expositions de l'homme. Les cristobalites et tridymite, ça ne concerne que des sous-produits extrêmement limités en termes professionnels. On n'en retrouve quasiment pas dans l'environnement agricole, sauf un peu de cristobalite lorsqu'il y a des utilisations de terre de diatomée à des fins de filtration. On y reviendra tout à l'heure. Mais rappelez-vous simplement que c'est essentiellement le quartz qui est concerné. Alors, c'est un minéral complètement ubiquitaire. Il y en a partout sur la croûte terrestre. C'est le minéral le plus important. Et il peut être utilisé à des fins industrielles. Et là, vous voyez une carte du BRGM qui identifie non seulement la nature des sols, mais aussi les principales exploitations dans lesquelles on va retirer des silices cristallines industrielles. Cette diapositive difficile à lire, je m'en excuse, mais elle illustre tout à fait la multiplicité des utilisations de silice dans l'environnement professionnel, mais aussi dans l'environnement général d'ailleurs. Alors, vous avez en haut l'extraction de la matière première, alors, qui peut être essentiellement sous forme de minéraux donc, qui sont extraits des roches, du sable et éventuellement d'origine océanique. Et vous voyez dans le deuxième carré, le carré vert, toutes les utilisations qui vont pouvoir en être faites, donc avec tous les principaux secteurs qui vont être concernés. Vous voyez que c'est assez considérable. Et tout au bout à droite, vous avez l'agriculture qui va être, et on va y revenir longuement, qui va être utilisée à des fins industrielles, essentiellement dans les amendements. On va utiliser ces sables d'origine océanique dans certaines activités agricoles. Mais rappelez-vous qu'il y en a partout et que donc on va en retrouver également partout dans le milieu agricole. La suivante. Alors, en fait, sur le plan professionnel, on va retrouver la silice associée soit à des matériaux qui vont contenir de la silice cristalline, par exemple d'origine naturelle les granites, d'origine synthétique les bétons, etc. Ça peut être des matériaux pulvérulents, bon, évidemment le sable et les terres diatomées dont je viens de parler. Ça peut être aussi simplement la présence de silice dans la poussière et en particulier dans les activités mixtes. Mais là, sur cette diapositive, on parle essentiellement de BTP, mines et carrières.
mais ça peut être évidemment dans les poussières qui proviennent des activités sur les sols et en particulier les labours dans les milieux qui contiennent le plus de silice. Et puis, les corps de métier vont être exposés à la silice dès qu'ils vont intervenir sur tous ces matériaux à un titre ou à un autre. Alors, le schéma habituel, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on va extraire la matière première, on va la transformer en matériaux qui vont être utilisés par différentes industries. Et puis, au-delà de la transformation, il y a toutes les interventions qui vont se faire sur des matériaux qui contiennent cette silice, et en particulier, c'est tout le BTP. Et vous voyez sur la partie droite de la diapositive, la présence de silice à partir d'interventions dans les milieux dans le milieu naturel, c'est-à-dire sur les sols, et en particulier les opérations agricoles, mais pas que les opérations agricoles, il y a beaucoup d'opérations de travaux publics qui sont également concernées. Alors, du coup, cette diapositive reprend un peu les principales activités. Donc, vous voyez que classiquement dans la littérature, et en particulier dans la littérature sur santé-environnement ou santé-travail, on va surtout parler d'activité du régime général et l'activité en milieu agricole est présente, mais avec un point d'interrogation, et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi d'ailleurs ce point d'interrogation n'a pas lieu d'être, puisque l'activité, l'exposition à la silice est tout à fait évidente en milieu agricole. Alors juste là, une diapositive qui retrace un peu avec un certain nombre d'exemples les diverses activités professionnels en contact avec des matériaux qui contiennent de la silice. Et vous voyez qu'en premier, il y a quand même l'agriculture, avec en particulier donc les labours et l'utilisation d'engins sur ces terrains. Cette diapositive représente exactement la même chose, donc je ne vais pas insister. Donc ça, c'était la première chose. La silice cristalline, et en particulier le quartz, il y en a partout sur la croûte terrestre. Je rappelle quand même que c'est le composant de la croûte terrestre le plus important en masse. Donc, évidemment, dès qu'on va travailler sur la croûte terrestre, eh bien, on va avoir des expositions potentielles à la silice, alors plus ou moins importantes en fonction de la concentration de silice dans les sols et dans les roches. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est, OK, comment va-t-on évaluer ces expositions, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, la meilleure façon d'évaluer l'exposition, ça reste bien entendu la métrologie. Donc ça, je vais vous en parler un tout petit peu. Mais il faut savoir que cette métrologie ne suffit pas et que pour une même concentration de poussière contenant de la silice dans l'air, on peut avoir des expositions plus ou moins importantes en fonction d'un certain nombre de déterminants qui vont moduler en plus ou en moins la dose qui va rentrer dans l'appareil respiratoire. Il y a la dose externe qui est donnée par la métrologie et la dose interne, c'est ce qui va réellement rentrer dans l'appareil respiratoire. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui vont pouvoir aggraver la dose interne. Donc, les expositions directes, les pics d'exposition, la silice fraîchement fracturée, les fractions les plus fines, fractions fines et ultra fines, et puis le fait de porter ou pas, d'avoir ou pas des moyens de protection collective ou protection individuelle. Et j'insiste sur le dernier petit point, qui est la notion d'hyperventilation, puisque vous savez qu'un travailleur, agricole ou pas, qui est exposé à la chaleur
et qui va avoir beaucoup d'activité physique, va ventiler beaucoup plus, va avoir un débit ventilatoire beaucoup plus important. Et donc, qui dit débit ventilatoire dit fraction de silice qui se dépose dans l'appareil respiratoire qui est plus importante. Et c'est particulièrement important en milieu agricole et en particulier l'été, là où il y a le plus de poussière et là où il y a le plus de chaleur. Alors, la mesure de l'exposition, normalement, hein, je vous rappelle que la silice est classée cancérogène. Donc, à partir du moment où c'est un cancérogène certain, eh bien, normalement, dans tous les postes de travail où il y a exposition à la silice, il faudrait faire une mesure au moins une fois par an, et en particulier dans les situations d'activité nouvelles. Et ces mesures sont souvent compliquées parce que les expositions sont variables dans le temps. Et donc, il faut des équipes d'évaluation d'exposition, donc des métrologues, qui sont bien aguerris à ces stratégies de prélèvement. Là, j'ai parlé des chantiers, mais ça peut être aussi des activités agricoles qui sont éminemment variables dans le temps. Alors, parfois, on peut utiliser, et c'est ce qui est fait souvent dans le régime général, des bases de données dans lesquelles vous avez des mesures qui ont été faites dans des situations analogues, alors soit dans la même entreprise, soit dans d'autres entreprises, mais ayant les mêmes activités. Donc ça, c'est très utile. Et on a des grosses bases de données, en particulier gérées par l'INRS, et qui sont essentiellement représentatifs du BTP. Par contre, je vous le dis tout de suite, en milieu agricole, on n'a rien, ou quasiment rien. Alors, quand on fait des mesures, on va exprimer la concentration en silice cristalline qui est mesurée sur le filtre qui a été utilisé pour le prélèvement. Et ça, on va l'exprimer en milligrammes par mètre cube sur la période de travail concernée, c'est-à-dire ça peut être le poste de travail ou ça peut être l'ensemble d'un emploi donné. Ça, c'est les expositions moyennes sur une période. Mais ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, c'est les expositions cumulées sur la vie entière. Et là, on va donc cumuler les différents emplois et exprimer le résultat en milligrammes mètre cube année, un petit peu comme les paquets années que vous connaissez tous du tabac. Et je vais vous montrer avec un exemple comment ça fonctionne. Alors, on va d'abord commencer par un poste de travail lambda. Donc voilà, ici, alors il est représentatif plutôt du BTP, mais vous voyez, il y a un poste de travail qui va durer 8 heures. Et sur ce poste, il y a plusieurs opérations de ponçage, perçage, sciage, nettoyage. Et vous voyez les concentrations instantanées, c'est la courbe là qui va suivre le temps. Et donc, ces concentrations vont être moyennées sur les 8 heures de travail. Et là, dans l'exemple que je vous ai donné sur cette diapositive, on est à 0,08 mg par mètre cube quand on lisse les pics d'exposition sur les 8 heures. Je rappelle en bleu ici la VLEP actuelle concernant le quartz qui est de 0,1 mg par mètre cube. Donc là, dans cet exemple-là, eh bien, on est dans une situation où il y a effectivement des pics d'exposition, mais en moyenne, on est en dessous de la VLEP. Alors, cette opération, on va la reproduire pour tous les emplois d'un individu. Et là, dans cet exemple, bon, mon individu a eu 4 emplois. Il a été maçon, coiffeur, carrossier. Il a eu une période de chômage et il a été conducteur d'engin. Donc, je vais pour chaque emploi faire le même exercice que j'ai fait sur la diapositive précédente, c'est-à-dire je vais calculer l'exposition moyenne sur la période de l'emploi considéré. Donc, le premier emploi, c'est celui qu'on a vu sur la précédente. Il était de 0,08 et puis, etc. Et chaque emploi, on fait le même travail qui permet de calculer la moyenne pour chacun des emplois. Et
quand on veut s'intéresser à l'exposition cumulée sur la vie entière, eh bien, on va faire cette opération assez simple qui est que pour chaque emploi, vous voyez, par exemple, le premier emploi, il a duré pendant 10 ans et avec une moyenne de 0,08 mg par mètre cube. Le deuxième emploi, il était à 0. Le troisième emploi, il a duré 9 ans, il était à 0,01 mg mètre cube, etc. Et on fait la somme de tout ça et on arrive à un total de 1,44 mg par mètre cube année. Alors, tout ça, c'est dans des modèles enfin, un modèle idéal, hein, c'est-à-dire qu'on a effectivement toutes les mesures qui ont été faites correctement, dans les bonnes conditions et pour chacun des emplois. Inutile de vous dire que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça et on va être obligé de faire des approximations pour répondre à cette évaluation de l'exposition, que ce soit sur un emploi donné ou que ce soit sur l'ensemble de la carrière. Alors ça, c'est très important, cette réflexion sur l'évaluation de l'exposition, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour parler de la prévention et en particulier de la prévention secondaire, c'est-à-dire la surveillance médicale. Avant de parler de la surveillance médicale et de la prévention secondaire, juste un petit rappel sur les risques pour la santé. Alors le risque, hein, je vous rappelle, c'est la probabilité de développer la maladie en rapport avec une exposition à une concentration donnée. Donc c'est ça le risque. Par rapport au danger, le danger étant le simple fait que la silice est un cancérogène ou la silice est un fibrogène, etc. Et là, on va s'attacher à mettre en rapport le niveau d'exposition et puis la pathologie qui est susceptible de survenir. Sachant que en matière de silice, on est toujours ou quasiment toujours en polyexposition, c'est-à-dire que la plupart, enfin la quasi-totalité des salariés, enfin des travailleurs qui sont exposés à la silice sont exposés en même temps à d'autres agents et qu'il va falloir tenir compte de tout ça pour essayer de comprendre l'imputabilité de la silice dans les pathologies qu'on observe, sachant que ces pathologies sont généralement multifactorielles. Donc ça complique évidemment notre analyse. Alors, très rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. La plus connue et la plus spécifique, c'est la silicose, évidemment, avec ses diverses formes. La plus fréquente, c'est la silicose chronique, et celle qu'on va voir éventuellement en milieu agricole, ça sera la silicose chronique. C'est exceptionnel d'avoir des silicoses aiguës dans la mesure où là, il faut vraiment des doses considérables qu'on observe dans le régime général, qu'on ne voit pratiquement pas dans le régime agricole, sauf exception. Donc, je passe tout de suite sur cette silicose. Je vous montrerai un exemple dans un instant. Donc, ça, c'est la première pathologie, silicose. Les autres pathologies interstitielles sont discutées actuellement. Elles sont vraisemblables, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tout à fait la même présentation radiologique, mais dans tous les cas, ce sont des pathologies interstitielles. Alors, c'est les spécialistes, les pneumologues qui vous diront ça c'est plutôt une silicose, ça c'est plutôt une pathologie interstitielle diffuse, une PID, peu importe. C'est toujours la fibrose pulmonaire qui résulte de l'inhalation de ces particules de silice. Deuxième pathologie qui nous intéresse, c'est le cancer bronchopulmonaire. Donc là, comme on l'a dit, c'est sûr, puisque vous voyez que la première classification du cirque date de 1997, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc ça fait des années qu'on sait que la silice est un cancérogène, et pourtant le classement cancérogène n'est survenu en France qu'en 2021. Donc vous voyez toujours le décalage entre la science et la réglementation. Bon, je passe là-dessus. Il y a des facteurs d'association, par exemple, la silicose, le fait d'avoir une silicose favorise le cancer, j'y reviens dans un instant. Et puis, très souvent, on est sur des expositions multiples. Alors, l'interaction la plus connue, c'est celle qu'il y a avec le tabac,
mais il peut y avoir d'autres interactions avec d'autres particules, en particulier l'amiante, qui peut se retrouver également dans le milieu professionnel et en particulier dans le milieu agricole. Pour les cancers extra-professionnels, il n'y a rien de connu, donc, enfin rien d'établi, donc je passe. Alors, juste cette diapositive qui illustre les débats actuels sur cancer et silice. Il y a certaines personnes qui considèrent que le cancer ne peut s'observer que s'il y a une silicose. Mais il y a d'autres personnes, et en particulier le Centre international de recherche contre le cancer, et moi personnellement, je fais partie de ces gens-là, qui estiment que la silice en soi est cancérogène et que c'est un cancérogène direct qui peut donc entraîner un cancer même en l'absence de silicose. La seule différence, c'est que effectivement, le risque sera plus important s'il y a une silicose. Alors, ça se traduit ici dans cette diapositive qui résume les méta-analyses qu'on a fait, alors plutôt en milieu BTP, hein, essentiellement, ou mines et carrières, enfin dans le régime général. Vous voyez, grosso modo, dans la première colonne qui est en rouge, ici, il y a silicose only, et vous voyez des risques relatifs qui sont toujours très élevés. Et qui sont toujours significatifs. Donc, il n'y a aucun doute sur l'association entre cancer bronchique et silice lorsqu'il existe une silicose. Par contre, c'est l'autre colonne rouge qui est à droite. Quand il n'y a pas de silicose, vous voyez que les niveaux de risque sont plus faibles, nettement plus faibles, voire inexistants. Mais quand même, vous avez un certain nombre de cohortes enfin de méta-analyses sur des cohortes qui montrent qu'il y a un excès de risque. Donc, même quand il n'y a pas de silicose, il y a quand même un risque de cancer qui est non nul, mais il est beaucoup plus faible que quand il y a une silicose. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, par ailleurs, il y a une autre pathologie qui est très importante, qui est la bronchite chronique, la BPCO, qui, elle, est effectivement plus fréquente chez les personnes exposées à la silice. Et puis, il y a une autre pathologie aussi que vous connaissez bien, qui est la tuberculose. Alors, on est bien d'accord, la silice, ce n'est pas du BK. Donc, la silice en soi n'entraîne pas de tuberculose, mais la silice va favoriser le passage d'une infection tuberculeuse latente liée à une autre circonstance d'exposition et le passage vers la tuberculose maladie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'infection tuberculeuse latente, vous n'avez pas de risque de tuberculose maladie. Par contre, et c'est le cas par exemple de beaucoup de travailleurs migrants qui arrivent en France avec des infections tuberculeuses latentes et qui vont se retrouver dans des expositions à la silice et qui, de ce fait, vont avoir une diminution de l'immunité cellulaire et vont pouvoir faire flamber une tuberculose maladie qui, elle, sera directement en rapport avec cette exposition à la silice. Bon, pour les cancers extrapulmonaires, il n'y a rien, je passe. Alors, dernière série de pathologies qui sont certainement associées à la silice, ce sont ce qu'on appelle les collagénoses ou les pathologies systémiques à laquelle on associe les vascularités, en particulier les vascularites à ANCA. Et vous voyez que là, il y a un certain nombre, vous regardez la première ligne, c'est les entités qui sont actuellement considérées, donc polyarthrite, sclérodermie, lupus et vascularite à ANCA. Et la dernière ligne en bas, c'est le lien de causalité. Donc, vous voyez que pour les trois premières collagénoses, polyarthrite, sclérodermie et lupus, le lien, il est certain, alors, voire très fort. Par contre, pour les vascularites à ANCA, c'est encore un peu discuté. Et ça, c'est lié au fait que les vascularites à ANCA, c'est un monde très compliqué. Et donc, c'est très peu fréquent. Donc, les études ne sont pas très importantes et en tous les cas, n'ont pas beaucoup de puissance. Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans l'incertitude.
personnellement, je suis persuadé qu'il y a un lien, moi, enfin, entre les vascularites et la silice cristalline. Alors bon, ce petit schéma rigolo, c'est simplement pour vous faire comprendre que la silice cristalline va modifier la réponse immunitaire et va la modifier dans les deux sens, c'est-à-dire auto-immunité et immunosuppression. Donc auto-immunité, c'est les collagénoses et immunosuppression, c'est plutôt la tuberculose. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est que il y avait un surrisque d'insuffisance rénale chronique, ça c'est clair, c'est établi. Simplement, on n'est pas sûr que ce soit la silice cristalline seule qui explique la pathologie rénale, mais vous le verrez, ça a une incidence sur les recommandations en termes de surveillance médicale. Et dernier élément, il y a de plus en plus de publications qui sortent aujourd'hui pour évoquer le lien entre les effets cardiovasculaires et la silice cristalline. Mais ce n'est pas encore bien établi, mais ça va, à mon avis, toutes les publications les plus récentes vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les effets cardiovasculaires et la silice cristalline. Alors, ce petit schéma vous explique un petit peu, en résumé, ce que je viens de vous dire et puis pourquoi la silice, finalement, ça va toucher beaucoup d'organes. Bon, ça rentre c'est inhalé, c'est ici dans le cercle rouge, c'est inhalé, ça rentre dans le poumon, ça peut éventuellement atteindre la plèvre, ça peut éventuellement atteindre le péritoine, mais ça ne concerne pas tellement la silice. En revanche, les particules de silice qui sont dans le poumon, elles vont, comme elles sont totalement insolubles, et si elles sont suffisamment petites, elles vont pouvoir transloquer vers les ganglions lymphatiques, on en retrouve plein dans les ganglions lymphatiques, et elles vont pouvoir se transloquer aussi dans la circulation sanguine. Et à partir du moment où ça va dans la circulation sanguine, je rappelle que c'est des particules qui sont totalement insolubles, et ben on va pouvoir en retrouver partout. Alors ça a été bien démontré en particulier sur le rein, où sur le rein, quand on fait des études de biopsie de rein, ben, on retrouve des particules de silice cristalline. Et maintenant qu'on cherche ces particules dans d'autres appareils, on va les retrouver, y compris dans l'appareil reproducteur et y compris dans le fœtus quand la mère a été exposée à la silice cristalline. Et pour mémoire, il y en a une petite partie qui passe dans le tube digestif et qui peut se retrouver aussi soit transloquée à partir du tube digestif dans les ganglions et la circulation sanguine, soit éventuellement passer vers le péritoine et toucher les organes qui sont intrapéritonéaux comme le verre. Ça, c'est surtout valable pour des silicates comme l'amiante, un peu moins pour la silice cristalline. Voilà, bon, donc ça c'était un petit peu le rappel sur la silice. C'est pas un truc très sympathique, la silice, comme vous pouvez l'avez compris. Ça donne beaucoup de choses et on a encore beaucoup de questions sur les effets de cette silice. Alors, conclusion, on va essayer de faire de la prévention. La prévention primaire, supprimer le danger, maîtriser les expositions, ça vous connaissez bien. En milieu BTP, par exemple, on a des moyens assez utiles, enfin qui fonctionnent très bien. Et ici, sur ce schéma, vous voyez que quand on prend les mesures ad hoc, on va baisser considérablement les expositions, enfin les concentrations de silice dans l'air. Donc, la prévention primaire, dans ces situations-là, ça marche. Il faut absolument se battre pour avoir de la prévention primaire. C'est l'essentiel, hein. On ne va pas prévenir la silicose avec une radio. On va prévenir la silicose en diminuant les sources d'exposition à la silice. Petit rappel aussi, les valeurs réglementaires en France pour le quartz, c'est 0,1 mg/m3, je vous l'avais dit tout à l'heure. Cristobalite et tridimite, c'est un peu moins. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a de plus en plus de pays, en particulier aux États-Unis, qui souhaitent abaisser la valeur limite à 0,025 et dans les dernières recommandations de l'ANSES de 2019, c'est ce que nous avons préconisé, de baisser les valeurs limites d'exposition à 0,025, mais ça n'a pas été suivi par
la Direction générale du travail qui est restée à 0,1 mg, alors là aussi pour des raisons plus économiques que sanitaires. Alors, à partir du moment où la prévention primaire ne fonctionne pas forcément très bien, ou n'a pas fonctionné parce que c'était des expositions anciennes, eh bien, on va éventuellement faire du dépistage. Alors là-dessus, je vais vous renvoyer sur les recommandations de bonne pratique de 2021 qui sont publiées par la Haute Autorité de Santé, à laquelle j'avais participé, comme à l'ANSES d'ailleurs. Et du coup, je vais très rapidement vous en donner le résumé. Donc, je vous rappelle que pour faire un dépistage, il faut que la maladie qu'on veut dépister réponde à un certain nombre de critères qui sont les critères de l'OMS et qui sont anciens, hein, ça date des années 60, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et simplement, en gros, il faut que ce soit un vrai problème de santé publique, il faut qu'on connaisse l'évolution de la maladie, il faut que le fait de faire de la prévention entraîne une diminution de la morbidité ou de la mortalité, il faut que les outils de diagnostic ou d'intervention existent, qu'on puisse les utiliser avant la phase clinique, que ces examens aient une sensibilité et spécificité démontrées, que ces examens soient acceptables et qu'ils ne soient pas invasifs, qu'on ait sélectionné les populations sur lesquelles on s'adresse, c'est-à-dire les plus exposées, que le coût soit raisonnable et surtout qu'on puisse répéter ces interventions. Donc cette diapositive, elle s'applique à tous les dépistages, que ce soit le cancer du sein ou que ce soit la silicose. Voilà, donc ça, je vous conseille de la garder en mémoire parce qu'elle est utile pour la santé au travail partout. Alors là, je vais simplement décliner très rapidement les maladies que je viens d'évoquer et qui répondent aux critères de dépistage. Donc, il y a la silicose. Alors, donc, on ne va pas revenir en détail, hein. Là, vous avez en colonne, vous avez les 10 critères de l'OMS, et puis en ligne, vous avez les pathologies dont je viens de vous parler. Donc, la silicose chronique, c'est oui, ça vaut le coup de la dépister. Première constatation. La BPCO, oui, ça vaut le coup de la dépister. L'infection tuberculose latente, oui, ça vaut le coup de la dépister. La tuberculose maladie, oui, ça vaut le coup de la dépister, en particulier quand il y a une silicose. L'insuffisance rénale chronique, oui, ça vaut le coup de la dépister. Et comme outil de dépistage, on a l'imagerie thoracique, en particulier pour la silicose. Alors, ça peut être la radiographie standard, mais à condition qu'elle soit lue d'une certaine façon qui répond à la classification du BIT, internationale des pneumoconius du BIT, ou ça peut être le scanner thoracique, mais nous, en première intention, on considère que la radiographie thoracique peut être utilisée et le scanner ne venant que confirmer une image suspecte sur la radiographie standard. Le deuxième examen qui doit être fait systématiquement, et en particulier en milieu agricole, parce qu'il y a des tas d'autres raisons de le faire, c'est la courbe des bivolumes. On ne doit pas avoir en médecine du travail, en médecine agricole, d'examens médicaux sans courbe des bivolumes. Hein, ça, c'est clair. Le dépistage de l'insuffisance de l'infection tuberculose latente ou de la tuberculose maladie, enfin là, c'est en l'occurrence la tuberculose, l'infection tuberculose latente, c'est surtout le test IGRA. L'IDR, nous, on n'en fait plus maintenant, on fait systématiquement les tests IGRA. Et pour la tuberculose maladie, c'est simplement, oui, s'il y a une silicose, et oui, s'il y a une infection tuberculose latente. Et puis, dernier élément, la créatininémie. La créatininémie est un examen simple. Alors, certes, c'est une prise de sang, mais c'est un examen simple et qui peut être répété et qui ne coûte pas cher. Voilà. Donc ça, c'est les briques
de la construction du dépistage. Et je vous rappelle que nous, ce qu'on avait dit dans l'HAS, c'est que bon, il devait y avoir un bilan initial et puis un suivi qui était fait en fonction du niveau d'exposition cumulé. Et si le niveau d'exposition cumulé était inférieur à 1 mg par mètre cube année, on était dans un suivi intermédiaire. Et s'il était supérieur ou égal à 1 mg mètre cube année, on était en exposition cumulée forte et en suivi d'exposition cumulée forte. Alors, je ne vais pas reprendre le détail de ces protocoles. Vous les avez, vous les connaissez, on en parle régulièrement. Et puis, vous l'avez sur le site de l'HAS, sur le site de la Société française de santé au travail, etc., etc. Je vous rappelle simplement que, voilà, il y a des entretiens, il y a une radio, il y a une courbe des bivolumes, une créatininémie et des tests IGRA essentiellement, dont la fréquence va varier en fonction de la situation. Soit vous êtes en début d'exposition, soit vous êtes en exposition cumulée intermédiaire, soit vous êtes en exposition cumulée forte. Et donc tout ça, ça s'applique à toutes les personnes qui ont été exposées ou qui sont encore exposées à la silice cristalline. Et à mon avis, ça s'applique au monde agricole, comme on va le voir dans un instant. Alors juste la radio dont je vous parlais, la radiographie standard, elle a toujours droit de citer, à condition qu'elle soit lue selon la classification internationale du Bureau international du travail. Là, il y a maintenant des formations de radiologues qui sont proposées pour justement les aider à faire cette classification. Mais même si vous n'avez pas de radiologue qui soit compétent pour appliquer cette classification, vous pouvez faire des radiographies simples et les nodules de la silicose sont assez facilement détectables sur des radiographies simples et dès qu'il y a un doute, ils seront confirmés par scanner thoracique. Un mot sur la réparation. Bon, c'est à peu près les mêmes tableaux dans le régime général et dans le régime agricole, à 2 exceptions près, que je ne comprends pas d'ailleurs. Par exemple, dans le régime agricole, il y a le lupus, alors que dans le régime général, il n'y a pas le lupus. Et dans le régime général, il y a les PID, mais c'est surtout chez les mineurs, alors qu'il n'existe pas dans le régime agricole. Mais en dehors de ça, c'est la même chose. Alors, on en arrive, et je vais terminer là-dessus, sur est-ce qu'il y a une spécificité du milieu agricole? Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça s'applique au milieu agricole. Et pourquoi ça s'applique au milieu agricole? Eh bien, pour les raisons suivantes. D'abord, parce que la silice, il y en a partout, et plus ou moins, de façon plus ou moins importante, mais il y en a partout. Vous avez vu la carte du BRGM. Dès qu'il y a de la terre et dès qu'on va labourer, on va être exposé à la silice. Alors, par contre, il y a très peu de données autant il y a beaucoup de données de métrologie qui sont dans le BTP, les mines et carrières, etc., enfin dans le régime général, autant c'est un désert quasiment total pour le milieu agricole. Et pourtant, on commence à avoir aussi des études qui montrent qu'il y a de la silice dans les poumons et on retrouve des nodules fibrohyalins dans les poumons ou dans les ganglions de sujets qui ont été exposés exclusivement en milieu agricole. Et par contre, si vous allez chercher les statistiques de la sécurité sociale en matière de tableau 22, régime agricole, vous voyez qu'il y a moins de 3 cas par an, donc ça n'existe pas. Donc le monde agricole ne connaît pas la silice, très clairement. Alors ça, c'était juste pour vous rappeler que de la silice, il y en a partout, que ça, c'est de la silice qui est utilisée pour faire des amendements de sol et qui est recommandée dans un certain nombre d'applications de culture et donc qui est vendue en tant que telle. Donc ça, c'est du sable de rivière qui est vendu pour faire des amendements de sol en milieu agricole dans certaines cultures. Donc c'est d'ailleurs l'application principale des exploitations industrielles de la silice, c'est l'épandage de sol.
En revanche, il n'y a pas que l'épandage de sol et en pratique, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, de la silice, il y en a partout dans les sols. Donc, dès que vous allez remuer les sols, bah, vous allez en mettre dans l'air. Alors, soit de façon spontanée parce qu'il y a du vent, soit parce que vous allez labourer ou à côté de chez vous, il va y avoir des exploitations qui vont remuer la terre. Et donc, tout ça, ça va se retrouver dans l'air. Et s'il y a des personnes qui sont dans le coin, bah, elles vont le respirer. Par ailleurs, cette silice, elle va contaminer les végétaux, elle va contaminer les matériels agricoles et elle va contaminer les bâtiments agricoles. Donc en fait, vous allez en retrouver partout, non seulement dans les champs, mais aussi dans la ferme. Et donc les gens qui travaillent dans la ferme vont être exposés de façon plus ou moins importante à cette silice. Et puis, en milieu agricole, bah, vous le savez aussi bien que moi, les agriculteurs ont des activités qui annexes, qui les mettent en contact avec du sable, avec des matériaux de construction, voire avec des matériaux, enfin avec des travaux publics qui sont à proximité ou à proximité des carrières. Et tout ça, ça va contaminer le milieu agricole. Donc, vous voyez, il y a aucune raison qu'on n'en trouve pas. Ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. Les activités directement liées aux cultures, la préparation de sol, la récolte des végétaux, les traitements ultérieurs. Les activités indirectement liées aux cultures, c'est l'entretien et la réparation des matériaux agricoles, l'entretien des bâtiments agricoles. Et puis les activités annexes, parce que les agriculteurs, ils ont souvent deux métiers. Ils font du BTP très souvent. Et puis, ils ont des activités un peu particulières, en particulier en viticulture. Ils vont faire des sablages de cuves. Et là, ils ont des expositions évidemment beaucoup plus importantes. Alors, la métrologie, bah, je vous ai dit, il n'y a pratiquement rien. Il y a quelques données américaines. Là, celle-là est intéressante, très intéressante. C'est une donnée assez ancienne, mais qui est toujours valable. Et vous voyez, ils ont comparé dans les mêmes fermes les activités des agriculteurs qui ont des tracteurs avec cabine et les tracteurs sans cabine ou qui sont juste à pied dans les champs. Et vous voyez que là, c'est la dernière colonne ici, en milligrammes par mètre cube. Je rappelle que la valeur limite d'exposition, c'est 0,1 mg par mètre cube. 0,1. Donc, vous voyez que quand on est sur un tracteur sans cabine, eh ben, on est déjà à plus de 10 fois la valeur limite d'exposition. Donc ça, évidemment, ça va dépendre un peu de la nature des sols. Et il y a des sols qui sont plus riches en silice que d'autres. Donc les sols siliceux versus les sols argileux. Mais quand même, là, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que sur un même sol, vous mettez une cabine ou vous n'en mettez pas, et ben, vous avez une différence assez considérable. Et vous voyez que le gars qui va travailler à pied, il est déjà au niveau quasiment de la valeur limite d'exposition. Alors ça, c'est une autre étude sud-américaine qui a montré qu'en fonction de la nature des sols, donc sablonneux ou argileux, vous voyez que vous avez des concentrations qui sont beaucoup plus fortes dans les sols argileux, dans les sols sablonneux que dans les sols argileux. Donc là, évidemment, ça va être important pour évaluer l'exposition de chaque établissement agricole. Une autre étude, alors là, c'est une étude de biométrologie qui est assez intéressante. Ils ont comparé, c'est une étude autopsique un peu systématique aux États-Unis. Je ne sais pas si vieux que ça, 2009. Et vous voyez, ils ont comparé des agriculteurs, enfin des autopsies d'agriculteurs et des autopsies de non-agriculteurs. Et ils ont regardé un petit peu la pathologie pulmonaire qu'on avait chez ces gens-là. Ce qu'on peut regarder, ça c'est les conclusions. Vous voyez que chez les farmers, c'est cette colonne-là, versus les non-farmers. Et en rouge, je vous ai mis les excès de pathologie chez les farmers. Vous voyez qu'il y a des pathologies des petites voies aériennes, il y a de la pneumoconiose et il y a de la bronchite chronique en excès
donc dans les autopsies systématiques de ces fermiers. Donc ça existe, hein, c'est pas une lubie de chercheurs, ça existe. Une des recommandations fortes qui avait été faite par l'ANSES en 2019, c'est documenter les expositions dans les secteurs peu investigués tels que l'agriculture. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien en agriculture, ou quasiment rien. Donc ça, il faut absolument que ça change. Et je vous ai mis ici une diapositive d'une communication, d'un poster au dernier congrès de Montpellier de santé au travail. Donc c'est une étude de la MSA Côte-Normande, très intéressante, très bien faite, et qui montre, alors dans une activité qui n'est pas directement la culture du lin, hein, qui est dans une exploitation de taillage de lin, et vous voyez que la silice cristalline a été détectée dans les divers postes de travail de cette entreprise, mais à des concentrations quand même non négligeables, puisque vous voyez que 66% des mesures dépassaient la VLEP de 0,1 mg par mètre cube. Alors ça veut dire, c'est la preuve indirecte que les végétaux sont contaminés par la silice, et quand on va après traiter les végétaux, eh bien, on va être exposé. La réparation, bon, je vous l'ai déjà dit, c'est nul, hein. Vous avez pratiquement 200 à 300 cas au tableau 25 du régime général par an, alors qu'il y en a 2 à 3 par an dans le régime agricole. Donc, c'est vraiment la silice, on ne connaît pas, hein, dans le milieu agricole. Et donc, du coup, ma conclusion, et j'arrêterai là. Donc, l'exposition potentielle est une réalité en milieu agricole. Donc, elle n'est pas potentielle, elle est réelle. Les données d'exposition sont quasiment nulles, alors que, quand même, je vous rappelle, on est dans le cadre d'un cancérogène certain, qui est classé maintenant comme cancérogène certain en France, et que donc, normalement, il devrait y avoir une mesure par an dans les entreprises qui sont exposées, ce qui est loin d'être le cas puisqu'on n'en a pas. L'impact sanitaire, il est mal connu dans le monde agricole. Pourquoi? Parce que les cohortes style Agrican ou la cohorte américaine d'agriculteurs travaillent essentiellement sur les pesticides, les particules organiques, les endotoxines, etc., et pratiquement jamais sur la silice. Donc, on a beaucoup de difficultés à sortir quelque chose de ces cohortes. Il faut appliquer les mesures de prévention primaire et les mesures de prévention secondaire proposées dans le régime général. S'il y a des expositions au milieu agricole, il n'y a pas aucune raison pour qu'on ne fasse pas les mêmes préventions primaires et secondaires. Alors, adaptées, hein, parce que par exemple, pour la prévention primaire, un des bons trucs là, que vous avez vu sur mes diapos, c'était le tracteur en cabine, avec des cabines. Donc, ça règle aussi le problème d'ailleurs des autres polluants particuliers et des pesticides. Enfin, ça améliore en tous les cas ce problème. Et puis, la dernière chose, la dernière conclusion, c'est qu'il y a des maladies respiratoires en milieu agricole. Elles sont habituellement attribuées aux pesticides, aux particules organiques, aux endotoxines, etc. En fait, il faut penser à essayer d'identifier là-dedans la part attribuable à la silice. Ce n'est pas évident au niveau individuel, mais c'est beaucoup plus facile au niveau des grandes cohortes. Donc, c'est ce qu'on demande à nos chers collègues qui travaillent sur les cohortes d'agriculteurs, d'essayer de travailler sur ce sujet. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais le sujet est assez riche et il n'est pas suffisamment traité. Donc, je remercie d'ailleurs les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'en parler et je suis à votre écoute. Eh ben, merci beaucoup, professeur Brochel, pour cette présentation. Elle était très bien, je l'ai trouvée très, très claire.
Et donc là, on peut laisser un peu de place peut-être pour revoir les questions. Je m'excuse encore une fois pour les retards qu'on a pris à cause du problème technique. Mais voilà, pour les personnes qui souhaitent encore rester un peu, on peut revoir quelques questions. Alors, je vais lire une première question. C'est quelqu'un qui nous demande quelle distance peut parcourir l'Athilis en suspension dans l'air? Quelle distance? Oui, Mais ça peut être des milliers de kilomètres. Il y a un exemple très connu, ce sont les vents de sable. Vous savez que régulièrement, on a des vents de sable qui arrivent en France et qui viennent du Sahara. Et ces vents de sable sont constitués en grande partie de silice cristalline, donc de quartz, ce qui montre que quand les particules sont très petites, elles peuvent voyager très très loin. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le Sahara, ça peut être le champ d'à côté. oui, merci. Eh ben, merci pour la réponse. Alors, on a eu, voilà. Une deuxième question, c'était si un agriculteur épeint les voisins en répire. Pardon? Oui, Ah alors oui. je sais de vous Est-ce que, relire. Ouais, est-ce que un si un épandage- bon, agriculteur, voilà, est-ce qu'il y a un souci pour les voisins aussi? alors ça, c'est pas exclu parce que la recommandation des professionnels qui fabriquent ces échantillons, enfin ces matériaux pour l'épandage, disent qu'il faut que la granulométrie ne soit pas inférieure à 0,4 microns. Donc, du coup, ce sont des matériaux assez fins. Il ne faut pas que ça soit trop gros parce que sinon, ça ne marche pas bien en tant que substance, enfin, en tant qu'agent d'épandage. Et donc, du coup, c'est des particules qui sont parfaitement aérosolisables. Donc, oui, si la technique n'est pas correctement faite, il peut y avoir une contamination des voisins. Merci. Alors, il y a une question concernant les ouvrières paysagistes. C'est quoi? Sont-ils les paysagistes Ouais. sont-ils particulièrement exposés? Doit-on faire un bilan initial puis tous les 2 ans? Alors, là encore, ça va dépendre parce que là, le paysagiste ne fait pas de labour, enfin, il n'a pas la même activité. Par contre, certains peuvent utiliser beaucoup justement de sable pour faire de l'amendement. Et du coup, ça sera un petit peu au cas par cas en fonction de la nature des cultures qui sont faites enfin dans l'exploitation horticole. Donc là, ça veut dire que les services de santé au travail, euh, et en particulier donc les services de prévention de la santé au travail, doivent, les préventeurs, hein, pas les médecins, mais enfin si, les médecins aussi, mais surtout les préventeurs, doivent se préoccuper de savoir quelles sont les activités et quels sont les matériaux qui sont utilisés dans l'exploitation en question. Et à ce moment-là, il sera possible de considérer que la personne est exposée à la silice et doit avoir son bilan. En général, ce n'est pas des expositions majeures et en général, c'est plutôt des expositions intermédiaires. Hein. C'est très rarement des expositions fortes. Et toujours sur les paysagistes, il y a plusieurs personnes qui demandent doit-on classer en SIR, S-I-R, les ouvriers paysagistes en création et les ouvriers des silos? Alors, moi, je dirais oui, pour d'autres raisons que la silice. Il n'y a pas que la silice dans ces deux catégories de travailleurs. Il y a aussi les pesticides, il y a aussi les particules organiques, en particulier dans les silos. Il y a aussi d'autres polluants. Et je rappelle en particulier dans les silos, vous avez effectivement des pathologies respiratoires, alors que ce soit pathologie interstitielle ou que ce soit BPCO, qui nécessitent
au moins la radiographie et la boucle débit-volume. Et donc, ça rentre tout à fait pour moi dans un SIA, dans une SIA. Merci, professeur Belchard. Donc, nous avons vraiment beaucoup de questions. Donc, probablement, on n'arrivera pas à reprendre toutes les questions. Oui, on a vraiment, vous avez eu beaucoup de questions. Donc, j'imagine vraiment beaucoup d'intérêt. Ouais. Je suis à votre disposition et si vous faites un résumé des questions qui vous arrivent, moi, je peux m'engager à vous envoyer une réponse que vous pourrez diffuser aux personnes intéressées. Ben oui, merci beaucoup. Donc là, je vous propose peut-être qu'on va encore voir une ou deux questions et merci beaucoup. Éventuellement, on vous fera une liste des questions et on pourra les transmettre aux participants. Alors, il y a une question, une particularité de la BPCO post-silice par rapport à la forme tabagique. Non, aucune. Aucune, si ce n'est que dans les BPCO liés associés à la silice, vous avez souvent plus d'atteinte des petites voies aériennes qu'avec le tabac. Mais ça se voit plutôt sur les pièces opératoires quand on fait de la chirurgie, où là, on a des lésions qui sont plus caractéristiques de la BPCO liée aux particules minérales. Cliniquement, ce n'est pas évident. Hein. Cliniquement, ou sur le plan des explorations fonctionnelles ou sur le plan de la radio, ce n'est pas évident. Il faut vraiment avoir une biopsie pulmonaire pour faire la différence. OK. Et concernant les moniteurs d'équitation, sont-ils aussi exposés du fait des manèges avec sable? Alors, j'en sais rien. Je n'ai pas de mesure. Je dirais probablement pas beaucoup, parce que là, c'est du sable assez gros. C'est comme les joueurs de volley sur la plage hein, ou sur les promeneurs sur la dune du Pilat. On considère que les concentrations sont très faibles. Et là, il faut faire des mesures, mais a priori, je dirais non. C'est pas des expositions qui sont très importantes, surtout que c'est souvent en milieu assez humide. OK. Bah, je vous remercie, Monsieur Brochard. Bah, je vous remercie. J'ai quand même une petite question que je voulais vous poser. Vous avez parlé de passage dans les fœtus, aussi au niveau du fœtus. Quels sont les effets pour... Est-ce que vous savez quels sont les effets pour les fœtus et quelles sont les études qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des problèmes neurodéveloppementaux? Non, on n'a pas d'études directes. Alors, juste pour ce qui est des effets sur la réaction, on sait que les particules, en particulier les particules ultra fines, et qui sont insolubles, peuvent aller jusqu'au fœtus. Ça a été démontré pour un certain nombre d'autres types de particules que la silice. Mais comme la silice cristalline ultra fine a les mêmes propriétés en termes de translocation, on considère que il y a une relation structure-activité qui est identique. Et donc, ce qu'on dit, nous, c'est faites attention. On sait que ça fonctionne avec d'autres particules ultra fines. On sait qu'il y a des particules ultra fines de silice qui ont les mêmes propriétés en termes de translocation. Donc, ça doit passer dans le fœtus. Alors, il n'y a pas d'analyse directe qui le montre. Il y a des analyses indirectes. Et les analyses directes, elles concernent plutôt les particules de carbone que les particules de silice. Mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec la silice. Hein. C'est ça le problème. Oui. OK. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous serez d'accord pour diffuser les PowerPoints aux participants éventuellement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont demandé. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Ben, alors, je vous propose d'arrêter ici, comme ça on ne va pas vous prendre encore plus de temps. Je vous remercie, ça a été vraiment très intéressant la présentation. On vous enverra les questions par mail et si vous aurez le temps de répondre, voilà, merci beaucoup. Et je remercie aussi encore les participants et de la patience qu'ils ont eue à cause du problème technique. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Manon, au revoir. Merci.